Top. Voilà. Donc là, Eh bien, Gilbert première. bonjour à toutes et tous. Merci à ceux qui ont eu le courage de se déplacer jusque dans cette salle avec la chaleur. Merci aussi à ceux qui nous suivent à distance, qui ont moins de courage, mais qui sont quand même là avec nous et je les en remercie. Alors déjà, je vais vous présenter deux personnes qui sont à ma gauche et à ma droite. Alors, à ma gauche, je vais commencer par Jean Vigreux, je ne prends par ordre alphabétique. Et oui. L'historien, spécialiste du mouvement ouvrier, ses travaux portent sur l'histoire du communisme rural, du Front populaire, des gauches européennes, de la résistance. Il est professeur à l'université de Bourgogne-Europe, c'est le nom de l'université. Il a beaucoup de titres. Il est président du conseil scientifique de la Fondation. Oui, Ah bon, voilà, pour la mémoire et la déportation. Dans son actualité éditoriale, on va parler de 36, mais il vient de sortir un ouvrage aux éditions de Sociales qui s'intitule Découvrir le Front populaire. Serge Goulikov, alors lui aussi très connu dans la maison, ils sont tous les deux très connus, historien, professeur émérite d'histoire contemporaine à la même université, Bourgogne-Europe. Je dirais spécialiste de l'histoire politique du monde ouvrier, de l'international communiste. Il préside le conseil scientifique de la Fondation de Perry et il est président de la Fondation pour la mémoire et la déportation depuis novembre 2018. Il a sorti de nombreux ouvrages. Je ne vais pas tous les citer, vous les retrouverez dans sa bibliographie. Mais il avait sorti en 2016, j'ai vu 1936 au nom du Front populaire, mais là, il vient de m'avouer qu'il travaille sur le Front populaire depuis 1976. Donc, une histoire qu'il connaît un peu. Voilà. Alors voilà, nous sommes réunis autour de l'ouvrage, un ouvrage collectif. Ils ont tous les deux dirigé, donc co-dirigé. Alors quand j'ai vu cet ouvrage, je l'ai lu entre les mains, je me suis dit, tiens, c'est un petit pavé, quoi. Voilà, là. Il a bien la forme du pavé qu'on envoie, ou qu'on envoyait à une époque, la station. Mais c'est aussi un pavé dans l'histoire de ce que nous nommons communément le Front populaire. Eh bien, notamment dans les années 6, comme cette année, et puis eux ont décidé de mettre cette histoire au pluriel, en appelant leur livre Les Fronts populaires, une perspective mondiale de 1934 à 1938. Donc nous sommes réunis autour de cette ouvrage. Si vous voulez tous les deux, pour commencer, je vous propose que nous débutions cette conversation en nous expliquant quelle est un petit peu la genèse de ce livre, qui porte un regard, je qualifierais de décalé, mais que vous avez qualifié aussi de décalé, j'ai vu dans la quatrième de couverture, qui a été écrit à 39 mai. Et je pense que vous êtes un peu distribué les rôles dans la direction de cette parution. Alors, chacun d'entre vous, quelques minutes, si vous voulez bien déjà, expliquez-nous comment s'est réalisée cette construction. Allez, je commence par Jean. Allez, par Jean, au bord de la rivière. Ah. Ouais. Bon, il veut savoir comment l'idée est venue. J'aurais pas dû lui dire ça. Alors, je vais vous le dire, je suis obligé de l'expliquer. Moi, je suis un rural, comme tout le monde le sait. J'adore le Morvan et puis j'ai besoin d'aller me ressourcer de temps en temps. Sinon, au bout d'un moment, je ne peux pas bien travailler. Et un jour que je me ressourçais, c'était il y a 1 an et demi. Enfin non, pas et demi tout à fait, c'était à Pâques, parce que la pêche était ouverte, j'étais à la pêche et je sais pas, ce jour-là, ça mordait pas, c'était pas intéressant. Et puis le cerveau est parti sur se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de neuf sur le Front populaire par rapport à tout ce qu'on a accumulé depuis que Serge est venu à Dijon et qu'on a continué au labo avec les jeunes docteurs ou doctorants. Et je vois Corentin dans la salle et qui a participé à l'ouvrage, donc tous ces jeunes qui ont apporté leur pierre à l'édifice avec de nouvelles approches, de nouvelles problématiques. Et l'idée, tout simplement, est venue de se dire, mais bon sang, pourquoi on ne ferait pas quelque chose à l'échelle mondiale, puisque ça existait dans les années 60, il y avait eu un colloque de l'Institut Maurice Thorez sur le sujet, sur le côté mondial du Front populaire, mais là, on était dans une volonté de faire une histoire connectée. Alors, je ne sais pas si c'est à la mode, mais en tout cas, de penser le Front populaire dans une perspective mondiale et pas simplement l'enchasser dans l'histoire nationale ou dans l'histoire du roman national ou du récit national, mais de renouer avec l'internationalisme et les enjeux de l'internationalisme. Voilà la première chose. Et puis ensuite, on en a parlé avec Serge, et il a tout de suite dit oui. Et puis voilà, on est partis tous les deux à la quête d'auteurs. On a ébauché un premier plan.
Et puis on s'est dit, bah, ça serait bien d'avoir bah, tous les jeunes, toute la jeune équipe. Donc sur les 39, il y a plein de jeunes Voilà. docteurs ou doctorants. Et je suis très content d'avoir demandé à quelques doctorants de participer. Et puis aussi des collègues plus confirmés, plus anciens, on va dire. Et puis des collègues qui ne sont pas simplement franco-français, mais grec, italien, espagnol, un Chilien, un Américain était prévu, mais bon, ils n'ont pas rendu leur copie, ça arrive dans un collectif. Donc voilà, l'idée c'était qu'on ne soit pas simplement franco-français et dijono-dijonnais. Parce qu'on aime bien parler de l'école dijonnaise dans certains endroits, bah, au moins on le reprend de manière positive et on en fait quelque chose pour tous. Voilà. Merci de toi, Serge. 50 ans que tu travailles sur le Front populaire, tu t'y reviens encore. Oui, voilà, mais d'une manière différente, justement. L'idée là était stimulante. Était stimulante. Et puis, d'autre part, il y a cette idée que les recherches qui sont développées à la fois en France, mais aussi à l'étranger, permettent de jeter un regard nouveau ou renouvelé, on va dire, sur le Front populaire. Et notamment tout ce qui est... Alors, c'est un peu la mode, mais quand même, là, c'est tout à fait adapté. C'est la circulation des idées, des mots d'ordre. Et je pense qu'on a souvent en France eu la tendance à, comment dire, à plaquer sur le passé une vision un petit peu stéréotypée. Cette idée que dans les années 30, eh bien, les histoires nationales étaient tellement importantes, mais séparées, qu'il n'y avait pas de contact important. Or, en fait, l'idée même du Front populaire, la pratique du Front populaire est inséparable des phénomènes à la fois de circulation des idées, mais aussi des émissaires, des hommes, des militants. Et on ne comprend absolument pas le Front populaire si on le détache de ce qu'on pourrait appeler un contexte international qui est extrêmement, à la fois, il est, comment dire, porteur, et en même temps, il représente une grande difficulté pour développer ce Front populaire. Et c'est le dernier point que je voudrais dire. Dans le livre, on a fait peut-être pour la première fois appel à une réflexion sur les ennemis du Front populaire, une réflexion sur ceux qui étaient contre le Front populaire et surtout restituer le Front populaire dans une confrontation et pas simplement une belle histoire qui se développe selon son propre mouvement. La France et pas seulement la France, est divisée et fracturée. Et surtout, on a réintroduit le rôle de la droite et de l'extrême droite et du fascisme comme un des moteurs du Front populaire. Tout le monde le sait abstraitement. Le Front populaire, c'est l'antifascisme, c'est la bataille pour la paix, le pain, la liberté, etc. Sauf que dans la traduction concrète, c'est d'abord une mobilisation, enfin c'est notamment une mobilisation unitaire contre le fascisme et qui vient avec, disons, provoquée par l'énorme émotion des événements allemands. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas la dynamique et le processus de Front populaire. Alors, donc, on a fait une place à des articles, à des auteurs qui traitent de la droite et qui traitent des nazis et du Front populaire dans l'ouvrage. C'est pas l'habitude, hein. C'est pas l'habitude. On avait même, Jean avait contacté des collègues pour faire traiter de l'Église, hein. Et bon, là, Le Vatican et la le papauté. Vatican l'a papauté, on n'a pas pu, dans les délais qui étaient les nôtres, tout obtenir, hein. Bon, voilà. Mais c'est pour expliquer la démarche. Ce sera Voilà. pour la prochaine édition. Voilà. Mais j'allais justement y venir, ce contexte de crise et ce contexte international. On a vu, on voit à travers ce livre la construction d'unités, de forces, de rassemblement, de forces politiques. Alors, de forces politiques de gauche, mais pas seulement. Non. Euh, alors, toutefois, néanmoins, quand même, je trouve que le processus n'est pas uniforme. Est-ce que les éléments déclencheurs ne sont pas forcément tous les mêmes? Et puis, les formations politiques sont forcément différentes, puisque nous travaillons sur beaucoup de pays. Et pourtant, la période est resserrée, 34-38 ans. Tu l'as dit un peu, Serge, il y a l'effet allemand, voilà. Mais peut-être pas que, voilà. Pas que. Je te pose la question. Bon, alors, dans la dimension internationale, il y a un phénomène
souvent qui pousse aujourd'hui les personnes avec qui on discute de dire, mais alors il y a une grande proximité avec notre époque, c'est-à-dire cette idée de crise internationale, cette crise internationale qui a une dimension économique, euh, qui est une crise du système capitaliste de l'époque, un système capitaliste qui est encore associé avec une domination coloniale sur une partie du monde, faut jamais l'oublier, et d'autre part avec des pays dominés qui sont inscrits dans une économie capitaliste qui s'appuie sur la production de matières premières dans tous ces pays dominés. Et la crise industrielle et financière prend une dimension internationale aussi parce que elle devient une très grande crise qui touche les mondes ruraux, l'agriculture et les fournisseurs de matières premières, par exemple en Amérique latine. C'est évident. Mais il y a autre chose que la crise économique, on y reviendra. Cette crise économique, elle est doublée de la montée de régimes autoritaires euh, qui se réclament de la doctrine qui en Italie s'est constituée autour du fascisme, mais vous avez les dérives autoritaires au Japon. Le Japon envahit la Chine, une première invasion de la Chine du Nord, la Mandchourie dès 1931. Et on a la politique agressive de l'Italie fasciste en Méditerranée qui développe ses entreprises sur l'Afrique du Nord, mais aussi l'Afrique de l'Est. Euh, En 1935, c'est l'agression l'Italie sur le seul pays indépendant à la Société des Nations, c'est-à-dire l'Éthiopie. Et donc, on a une montée, non pas simplement des dangers de guerre, mais une sorte de montée des régimes d'extrême droite. Et ça, on le retrouve dans tous les pays de l'Europe centrale. Ces pays qui ont été constitués et qui ont été construits après la Première Guerre mondiale comme une sorte de rempart de protection contre la révolution russe, pour aller vite. Je simplifie. Que ce soit la Hongrie, que ce soit la Pologne, que ce soit la Bulgarie, que ce soit la Roumanie, partout, on voit monter des forces d'extrême droite militaires liées à des groupes antisémites, puisqu'on a un antisémitisme de masse qui est le racisme de l'époque, alors à cette époque en Europe. Et donc la France, quand il y a les événements allemands puis autrichiens, puisque l'Autriche à son tour est marquée par l'Autriche où il y avait un mouvement socialiste important et emporté par une guerre, dans une guerre civile où les socialistes de gauche, l'austro-marxistes sont écrasés à Vienne, tout ceci crée un climat international qui est, comment dire, essentiel à avoir en tête pour comprendre ce qui va se passer en France. Alors tu vas me dire, oui, mais là, tu oublies quelque chose, tu oublies quelqu'un, tu oublies la Russie soviétique, tu oublies Staline. Et alors Staline dans l'affaire. Ah, et les partis communistes dans l'affaire. Alors, les partis communistes, depuis plusieurs années, quand je dis plusieurs années, c'est-à-dire depuis les années 27-28, étaient engagés et surtout avec la crise, étaient engagés dans une orientation qui était d'une vision un peu cataclysmique, sinon apocalypse, c'est-à-dire la crise du capitalisme traîner la révolution, mettait à l'ordre du jour un affrontement de classes sans pareil. Donc la ligne politique devait être ce qui est appelé à ce moment-là la ligne classe contre classe. Donc classe contre classe, ça veut dire le courant prolétariat révolutionnaire face à la bourgeoisie et à tous ses alliés. Et parmi ces alliés, il y avait la petite bourgeoisie, les partis de centre-gauche, mais aussi la social-démocratie, qui était reléguée du côté de la bourgeoisie et de ses complices. Alors, cette ligne classe contre classe, le pays où elle s'est le mieux appliquée,
où elle a été mise en œuvre presque jusqu'en 32, on va dire. Il faut attendre 32 pour que ça change. C'est l'Allemagne. Et il faut bien dire qu'en Allemagne, entre socialistes et communistes, il y avait le sang qui avait coulé, non seulement en 1919, en 1933, mais encore en 1930, quand le préfet de Berlin avait fait, dès 29 et 30, le préfet socialiste de Berlin avait réprimé dans le sang les manifestations ouvrières du 1er mai. 30 morts à Berlin. Donc il y avait de quoi, en quelque sorte, justifier jusqu'au bout cette ligne classe contre classe. Sauf que face à Hitler, le mouvement ouvrier allemand sauf au dernier moment, je parle à la fin de 32, le Parti communiste propose l'unité d'action aux socialistes qui n'en veulent pas, et les socialistes qui considèrent que c'est une manœuvre grossière après tout ce qu'il y a eu comme contentieux entre les partis. Donc, vous allez me dire, alors donc, Staline en a tiré les conclusions immédiatement et proposé le Front populaire. Ben non, justement pas. Justement pas. L'année 33, c'est l'année, alors que Hitler vient d'arriver au pouvoir, ouvre les camps de concentration, mais justement ses opposants, et ses opposants c'est large, c'est les communistes, c'est les socialistes, c'est des chrétiens démocrates, il ouvre Dachau et Sachsenhausen, et on commence à mettre non seulement en camp les opposants, mais on interdit tout le mouvement ouvrier. Eh bien, la première année 1933, le mouvement communiste considère que la responsabilité de l'arrivée de Hitler au pouvoir, c'est les sociaux-démocrates qui ont fait la politique dite du moindre mal. Donc, les partis communistes ou les mouvements à gauche qui veulent une unité d'action, en France, il y a des comités antifascistes qui se sont mis en place déjà dès 1932 avec l'appui de communistes, le mouvement Amsterdam Playel avec Barbus et Romain Roland. Il y a en 1933 des appels à l'union socialiste et communiste lancés par les communistes français, les Tchèques, aussi les Tchécoslovaques. Refus absolu, et même Thorez, en l'occurrence, Thorez, c'était le secrétaire général du PC depuis 2 ans à peu près, effectivement, et il est critiqué, de même que le dirigeant du journal L'Humanité et d'autres qui sont critiqués pour opportunisme, et encore en décembre 1933, un des dirigeants du Parti communiste français qui, lui, n'a pas la même analyse, il s'appelle André Marty, il a un rôle international important. Il explique que la démocratie est en voie de fascisation, la démocratie bourgeoise, et qu'il n'est pas question de la défendre. Voilà. Et alors, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qui s'est passé en 1934? Du côté soviétique, en 1934, il y a pour des raisons internes à l'histoire soviétique, l'internationale communiste et l'Union soviétique prennent conscience, pas de conscience, je ne sais pas, mais ils constatent que l'URSS est isolée, même la Pologne voit arriver à sa tête des colonels d'extrême droite, antisémites et pro-allemands. La stratégie dite classe contre classe a fait échec dans toute l'Europe centrale, dans tous les partis communistes, y compris en Allemagne. Et donc, quand arrivent les événements en France, au bout de quelques semaines et quelques mois, l'international communiste va en quelque sorte accepter l'idée d'un tournant fort, en tout cas en faveur ce qu'on appelle le Front unique ouvrier. Le Front unique ouvrier, l'unité d'action est signée au mois de juillet 1934, le 27 juillet, si ma mémoire est bonne. Et en s'appuyant sur le fait que dans le Parti socialiste, il y avait en France un courant de gauche très important. La Fédération de la Seine, mais pas seulement, derrière des gens comme Zironsky, ce courant était représenté à peu près entre le tiers et 40% du parti. Il y avait des résistances, y compris le secrétaire général, Paul Faure. Léon Blum accepte cette idée et à partir de là s'enclenche une dynamique
où l'internationale communiste, non pas est à la remorque, mais laisse en France se faire une sorte d'expérience à l'égard de laquelle elle reste très méfiante, méfiante quand un des dirigeants qui s'appelait Marcel Cachin, le directeur du journal L'Humanité, qui était le journal du Parti communiste. Je parle pour tout le monde, hein, pas pour les anciens, je suis désolé, mais aussi pour les jeunes qui ne connaissent pas forcément toute l'histoire. Maurice Thorez et Marcel Cachin lancent à la veille du congrès du parti de gauche qui était le plus important en France, qui était ni le Parti socialiste ni le Parti communiste, et qui s'appelait le Parti radical. Alors c'était un parti très particulier parce que il avait une histoire telle que une partie de ses dirigeants étaient vraiment des libéraux associés à la droite, et une partie importante de son électorat étaient véritablement des électeurs républicains qui se vivaient comme des progressistes et attachés à ce qu'on pourrait appeler la politique sociale. Et alors, le phénomène, en octobre 34, Thorez et Cachin lancent un mot d'ordre complètement surprenant, Front populaire pour le pain, la paix et la liberté, mais il s'adresse au Parti radical, dont certains dirigeants notamment enfin, il ne faut pas tomber dans la grossophobie, mais enfin quand même, le père Herriot, maire de Lyon, était ministre à côté du maréchal Pétain quand même. Il faut dire au gouvernement, faut le faire. Et donc le Parti communiste lance l'idée d'un front populaire ouvert aux classes moyennes et donc au Parti radical. Alors je ne vous dis pas ce qu'on pourrait appeler la réaction d'une partie des les alliés les socialistes voient ça de la mauvaise œil parce que c'est eux qui avaient l'habitude de fréquenter les radicaux pour préparer les élections et ils trouvaient que c'était très malvenu que les communistes viennent s'en mêler. Et puis surtout, l'international communiste dit le Parti communiste était très petit comparé aux autres. Enfin, très petit. À l'échelle d'aujourd'hui, ça va vous sembler curieux de vous dire ça, mais c'était 30 à 40 000 adhérents, maximum, maximum. Petit parti quand même. En termes, comment? Électoralement, c'est Électoralement, c'était à peu près 800 000 électeurs pour un parti socialiste qui était, lui, à peu près une fois et demie plus important, et un parti radical qui avait plus de 2 millions d'électeurs. Mais tu as raison, il faut juger la force, pas seulement aux organisés, mais à l'électorat. En tout état de cause, l'internationale communiste est très, très réticente, et vous connaissez cet épisode qui est resté un contentieux de longue durée entre le Parti communiste italien et le Parti communiste français. Un des secrétaires de l'internationale, qui s'appelait Palmiro Togliatti, qui était connu sous le nom d'Ercoli dans les pseudonymes de l'internationale, vient en France pour dire à Henri Sorès et à celui qui l'accompagnait, le représentant de l'international, Eugène Fried, en disant c'est prématuré, c'est dangereux, c'est dangereux. Et il reste que cette ligne, quand même, les Français la conservent pendant quelques mois. Et je m'arrête là, elle va en quelque sorte commencer à porter ses fruits au printemps 1935. Excusez-moi pour cette digression internationale, hein. Je suis parti dans Je m'en doutais un peu. hein, Mais j'y reviendrai oui, quand même. oui, mais ne me pose pas des questions pièges comme ça parce que moi je fonce. Tu préciseras un point et je vais te poser des Et questions à auxquelles tu vas répondre aussi parce que on parle beaucoup aux partis politiques et j'aimerais savoir aussi sur la question du mouvement social parce que dans le Front populaire français, quand même, le mouvement ouvrier, le mouvement social, le mouvement syndical a c'est joué un essentiel. rôle important. Est-ce qu'il en est de même ailleurs dans le monde? Mais tu peux compléter la question. Alors, je vais simplement compléter la première question, puis je reviendrai sur la tienne. Effectivement, ce que Serge a développé, il y a tous les enjeux internationaux, puis il y a les répercussions des enjeux internationaux sur des événements locaux. Il ne faut jamais perdre de vue que ça s'inscrit dans des temporalités, on va dire, de poussée de l'extrême droite, de la montée des fascismes dans l'échelle européenne. Et vous savez tous que la manifestation du 6 février 1934, après l'affaire Stavisky, une affaire de corruption, etc., débouche sur le fait que les ligues vont marcher sur le Parlement. On va marcher sur la Chambre des députés, plutôt, pas le Parlement, la Chambre des députés. Donc, c'est cette Chambre des députés qui est le symbole même de la Troisième République. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que la Troisième République, elle n'a rien à voir avec la Cinquième.
Ils ont juste le nom République ensemble. La troisième était une république parlementaire. C'était les députés, au sein des députés, qu'on nommait le gouvernement et que le président du Conseil était élu. Et cet acte de s'en prendre à ce lieu symbolique de la République, c'est considéré comme un coup de force fasciste, un coup d'État. En tout cas, ça rappelle la marche sur Rome, ça rappelle les SA qui étaient présents en Allemagne dans les rues dans les années 30, etc. Et c'est l'onde de choc de l'arrivée d'Hitler au pouvoir qui fait que c'est perçu comme tel. Et la riposte à ça, eh bien, c'est la manifestation du 9 février avec le PC et la CGTU, où vont se joindre à la fin de cortège Voilà. la CGT et la SFIO, puisqu'il y avait la scission syndicale et la scission politique. La deuxième manifestation, le 12 février, à l'appel cette fois-ci de la SFIO et de la CGT, où vont se joindre la CGTU et le PC, donc avec les mots d'ordre d'unité, unité. Donc c'est la base qui aussi a poussé à l'unité et qui a poussé à ce rassemblement populaire, puisque c'est ce qu'on va dire au printemps, avant le terme de front populaire à l'automne, comme Serge l'a rappelé, mais qu'on va voir partout se greffer des comités. Le printemps des comités, c'était Gilles Vernon qui avait pris cette expression que je trouve très juste, des comités partout en France et même dans les colonies où la CGT et la CGTU ont un rôle essentiel dans la mobilisation avec la Ligue des droits de l'homme. Donc, ce qui nous renvoie à d'autres visions de cette histoire, qui n'est pas simplement une histoire d'organisation politique, Absolument. mais qui est aussi euh, comment dire, un mouvement social, comme tu l'as dit dans la question. Effectivement, il y a un mouvement social, mais pourquoi les syndicats ont un rôle important? Ben, on est en pleine crise économique et sociale, qui a eu des mobilisations, la marche contre les chômeurs, qui a tous ces enjeux-là et qui font que, et c'est là où on est très content de la contribution, entre autres, de Théo Bernard, vous l'avez peut-être déjà entendu, jeune qui a fait une thèse sur les grèves dans les années 30 et qui montre bien que les grèves de 36, c'est pas quelque chose qu'on claque dans les doigts et qui arrive comme ça, mais qui avait déjà auparavant des mouvements grévistes, qui avaient eu des modèles qui existaient et que tout ce qui avait été construit comme culture revendicative et culture de lutte est repris, réifié, je dirais presque, au moment même du Front populaire. Donc voilà, un petit complément, mais qui va dans ton sens, c'est-à-dire la logique du mouvement social et qui va bien sûr s'amplifier et que ce printemps des comités va s'asseoir aussi sur le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, c'est-à-dire que tout le monde va prendre part. Hein, ce soir, il y a la panthéonisation de Marc-Bloch, et ben, il avait signé l'appel du CVIA. Donc, on est au cœur, effectivement, d'une mobilisation de la société face au fascisme, face, en fin de compte, à cette peur de l'arrivée des fascistes au pouvoir. Alors, la deuxième partie de la question, c'était de dire est-ce que c'est spécifiquement français ou est-ce que c'est aussi ailleurs? Non, c'est aussi ailleurs. Et l'idée, en fin de compte, d'avoir travaillé sur, comment dirais-je, à l'échelle mondiale, de regarder à l'échelle mondiale, bah, c'est de regarder que la crise des années 30, elle amène à des grèves partout. Vous avez des grèves puissantes en Inde. Vous avez des grèves aussi, alors décalées dans le temps, mais il ne faut jamais perdre de vue que ce n'est pas parce qu'on a 1 an, 12 ans de décalage par rapport à une chronologie que ça ne s'inscrit pas dans le même mouvement. Vous avez une grande grève en 1937 aux États-Unis Oui. avec des formes de sitting et formes d'occupation d'usines. Donc là, c'est plutôt le modèle effectivement français qui s'est expatrié, mais au moins ça circule. Vous avez des grèves ailleurs, c'est-à-dire que le mouvement ouvrier, que ce soit aussi En Belgique. oui, en Belgique, elles sont extrêmement, extrêmement fortes et même parfois plus radicales, puisqu'il y a aussi des affrontements violents dans ces grèves en Belgique. Donc, on dit la Belgique, on dit les États-Unis. Il faut regarder ce qui se joue aussi, bien sûr, dans le cadre de la République espagnole, parce que le mouvement ouvrier qui n'est pas simplement le mouvement ouvrier, parce qu'il y a un mouvement paysan, de paysans sans terre, et qui sont sur tous les enjeux de la réforme agraire, parce que c'est ce qui va marquer aussi une bonne partie des économies. Serge évoquait le monde rural tout à l'heure. Et puis, dans le monde rural ici en France, alors désolé de refaire un petit détour par chez nous, il y a deux choses. Il y a à la fois un monde d'ouvriers agricoles qui reste important, parce qu'il n'y a pas de mécanisation encore de l'agriculture comme on l'a après 45, et que vous avez besoin de mains pour les moissons, pour les fenaisons, pour récolter les betteraves, pour les lavandes, enfin pour les fruits, etc., etc. Eh bien, toutes les grèves de 36, si on a en mémoire les occupations d'usines, si on a les photos
importante, en tout cas de Regard et de plein d'autres magazines qui nous permettent de voir ça, vous avez aussi la même chose concernant le monde agricole. Et que ces grèves, elles ont souvent été oubliées, minorées, parce qu'après-guerre, en fin de compte, ben, on a oublié le rôle du prolétariat rural, quelque part. Alors, je ne vais pas dire qu'il a été totalement oublié, des endroits où c'est présent. Mais les grandes grèves des loués, hein, de ceux qui allaient faire les moissons dans la bourse, eh bien, c'est présent et ça existe. Et puis l'autre mouvement concernant le monde rural, c'est qu'il y a de nombreuses faillites d'exploitation agricole, soit de petits propriétaires, soit de fermiers, soit de métayers qui ne peuvent plus payer, puisqu'effondrement des cours. Je ne reviens pas sur la crise, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a les saisies. Donc, le fisc, hein, et l'État vient saisir ces fermes, et il y a tout un mouvement de lutte contre les saisies, où d'ailleurs les gauches et les syndicats, la CGPT, Confédération Générale des Paysans Travailleurs, proche du PC, ou la CNP, Confédération nationale paysanne, proche de la SFIO, s'unissent pour lutter contre ces saisies. Mais ils rencontrent face à eux le fascisme rural français, les chemises vertes de Dorgère, qui mènent le coup de poing et qui eux aussi veulent lutter contre ces saisies. Donc on a un double phénomène de mobilisation, un face-à-face que Serge a évoqué tout à l'heure aussi, dans cette vision double de deux France, mais pas simplement en France, parce qu'il faut repartir ailleurs. Bah, vous avez en Espagne la même question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on redistribue la terre ou est-ce qu'on défend la petite propriété? Parce que ça va être un des grands, un des grands thèmes qu'on va avoir dans les pays d'Europe méditerranéenne. Sans oublier, bien sûr, ce qui se joue au Mexique ou ce qui se joue au Chili, là où on a des fronts populaires. Alors, décalé dans le temps pour le Chili, parce que il arrive au pouvoir en 1938, au moment où en France, il n'y a plus de front populaire, on va dire, puisque les radicaux gouvernent avec la droite et Reynaud et s'en prennent totalement aux acquis du Front populaire depuis le printemps et l'automne 1938. Mais ce Front populaire arrive au pouvoir. Au moment où en Espagne, eh bien, les pauvres ils sont pris par les enjeux de la guerre civile et il y a les enjeux d'accueillir des réfugiés, et entre autres, celui qui a un rôle d'intermède et d'interface qui permet de comprendre aussi les connexions, c'est Pablo Neruda, parce qu'il intervient entre autres au congrès des écrivains antifascistes à Barcelone en 1937. On connaît celui de 1935 en France, mais il y en a eu un après en Espagne, et il va permettre d'accueillir les réfugiés espagnols. Mais dans leur pays, eh bien, il y a des réformes importantes qui sont prises par les gouvernements qui sont pourtant tenus par des radicaux, un Ratsop, qui ne sont pas du tout je dirais, des révolutionnaires, etc., mais sur la redistribution des terres, sur la modernisation, sur l'éducation, parce que c'est un des autres points du Front populaire. Si c'est un mouvement politique, si c'est un mouvement social, c'est un immense mouvement culturel d'émancipation par la culture, de démocratisation de la culture et par le savoir. Bon, on y reviendra, On y reviendra. j'imagine, à d'autres moments donnés. Mais voilà à peu près ce que je pouvais dire par rapport à ta question. Merci. J'avais déjà prévu une question sur le Front populaire des villes, le Front populaire des champs. Bon, ben, Donc, on y reviendra donc, autrement, eh bien, écoutez, je t'inquiète. voulais revenir vers toi, Serge, par rapport à l'intervention que tu as faite tout à l'heure. À la lecture, je me suis rendu compte que on sortira peut-être de l'Europe, mais pour l'instant, restons un petit peu sur le périmètre européen. Les fronts populaires tels qu'ils ont été construits marchent bien dans l'Europe du Sud, la France, l'Espagne, Grèce, dans l'Europe de l'Est. Mais par contre, un échec complet, Grande-Bretagne, Irlande, Belgique, Allemagne, bien sûr, mais aussi les pays scandinaves. D'où vient cette différence? Est-ce que c'est à cause de l'influence différente du Comintern ou de l'IOS dans ces différents pays ou des relations différentes? D'où ça vient tout ça? Tu viens de commencer à donner des réponses hein, dans ta question, parce que c'est une question qui est loin d'être innocente et qui est vraiment intéressante à l'échelle même de la réflexion contemporaine sur le siècle concernant l'Europe. Enfin, les chapitres que Jean-Numa Ducange consacre à la social-démocratie D'Europe du Nord. d'Europe du Nord, l'article très, très curieux, original, pas curieux, mais très original de Dimitri Manessis sur l'Irlande montre bien que dans ces différents pays, on voit bien que euh, la, c'est plus que la fermeture, l'hostilité au Front populaire vient de plusieurs raisons. Euh,
vous pouvez avoir un phénomène qui est un phénomène là dont Manicis parle à propos de l'Irlande, c'est la puissance du catholicisme, la puissance d'une droite populaire de type catholique qui a en quelque sorte, en plus, dans le contexte de la révolution irlandaise, complètement discrédité l'idée de la révolution sociale en opposant révolution sociale, révolution nationale et en jouant sur les ressorts d'un nationalisme différents types, clivé, puisqu'il y a le nationalisme lié au catholicisme et un autre type de nationalisme lié à l'anglicanisme pour l'Irlande du Nord. Si on prend plus important du point de vue stratégique, si on prend aussi bien le travaillisme, c'est un peu différent, mais surtout la social-démocratie du Nord, de l'Allemagne et des pays scandinaves, ce qui s'est passé, évidemment, c'est bien antérieur au Front populaire. C'est-à-dire le fait que le mouvement ouvrier dans ces pays est resté durablement hostile à tout courant, enfin à tout courant, au courant de lutte de classe et au courant et aux idées révolutionnaires, au profit d'une vision réformatrice qui s'est appuyée sur l'exemple allemand jouant un rôle vraiment important de la République de Weimar, de la guerre civile en Allemagne et de pas la destruction, mais la politique oui, de violence extrême contre le communisme à la fin de la Première Guerre mondiale en Europe centrale, et puis des soutiens que les Français, les Anglais apportent à toute une série de ces pays pour lutter contre le communisme. De sorte que quand l'époque du Front populaire arrive, la social-démocratie dans ces pays est très hégémonique dans le mouvement ouvrier, et surtout, elle a réussi souvent à mettre en place un régime qui est un régime de redistribution politique ou sociale suffisant pour que la social-démocratie apparaisse comme utile au monde du travail. Et donc, toute alliance avec l'extrême gauche, qu'elle soit communiste ou autre, est hors de propos. Et on le voit bien dans le mouvement travailliste, qui est tout sauf un parti, comment dire, sur le modèle de l'Europe continentale, puisque c'est un mouvement, un parti, le Parti travailliste, qui est composé de représentants du mouvement syndical. Dans le mouvement syndical, il y a quelques groupes, quelques syndicats qui sont d'extrême gauche, qui sont communistes, mais globalement, ils sont dominés. Et si on prend l'idéologie du travaillisme, sans doute tu nous reposeras des questions. J'ai tendu une perche sur le colonialisme. En ce qui concerne le mouvement travailliste, il est profondément, si j'ose dire, j'allais dire travailler, il est profondément marqué par l'acceptation du système colonial anglais qui, pour une part, profite à l'ensemble de la population anglaise, y compris au monde du travail anglais. Hein. On voit bien à quel point, d'ailleurs, le travaillisme anglais a des tensions, des rapports. On n'a pas eu le temps de faire quelque chose sur les mouvements qui concernent l'Inde, mais les tensions qui sont avec comment dire, bah, Nehru, Gandhi ou autres sont considérables, ou avec l'Union sud-africaine, etc. Euh, Est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Parce que on constate, comment l'expliquer en profondeur, certains ont développé comment dire, des explications toutes faites. Pas des sociologues du politique ont dit, voilà, il y a l'Europe catholique et il y a l'Europe protestante. Dans l'Europe protestante du nord de l'Europe, à la fois l'individualisme et à la fois l'absence d'organisation puissante de l'Église fait que se sont développées des formes de libéralisme réformateur avec le mouvement ouvrier qui ont permis de contourner l'affrontement politique et social qu'on trouve dans les pays catholiques. Je pense que il y a quelque chose sans doute qui est intéressant dans cette opposition nord et sud de l'Europe, mais qui renvoie à d'autres facteurs.
notamment la question du monde rural, la question de la grande propriété foncière, la question de l'artisanat, des classes moyennes, d'autres, et notamment la complexité de l'histoire politique des pays de l'Europe méridionale, qui ont connu et la période napoléonienne, la période révolutionnaire, et tout ça pèse dans l'histoire française. Quand les plus grandes manifestations du Front populaire, c'est deux types de manifestations. C'est la montée au mur des fédérés, de la Commune de Paris, et c'est le 14 juillet. Hein. Alors, vous voyez, on voit bien comment le travail de mémoire du mouvement ouvrier travaille le Front populaire. Vous pouvez toujours chercher en Suède ou en Norvège, vous n'avez pas la même histoire. Alors, vous allez me dire, tu vas me dire, en Allemagne, c'est différent, parce qu'il y a un mouvement ouvrier, il n'y a pas eu d'alliance, elle a été cassée, mais il y a eu un mouvement ouvrier révolutionnaire relativement puissant. Sauf que les références historiques, c'est compliqué, c'est le désastre de 1919 pour la République de Weimar. Enfin, les fonds baptismaux de cette République, c'est à la fois la défaite, le diktat des vainqueurs, et c'est aussi la révolution écrasée, sanglante. Et au XIXe siècle, c'est les tentatives de république en 1849 qui ont été un échec. Donc, tous les systèmes d'alliance, de référence aux alliances ne fonctionnent pas pareil, quoi. Maintenant, il faut continuer les recherches. Merci. Je voudrais revenir vers l'Espagne, parce que là, je fais une découverte. Euh, pour moi, il y avait le Front populaire français, le Front populaire espagnol, et puis je me rends compte qu'en Espagne, il y a des Fronts populaires. Exact. Et est-ce que tu peux nous donner un petit mot? Ouais. Mais juste, enfin, je suis désolé, Mais j'aimerais sur- rajouter sur, avant, parce que à la fois il y a la social-démocratie du Nord, et Jean Dumas Ducamp, je l'étudie bien, et puis il y a aussi l'IOS, donc l'International Oui, j'ai ouvrière oublié. socialiste, avec Aline Blaskevich, qui a fait une très belle mise en perspective, qui montre bien les tiraillements entre ceux qui comprennent l'alliance et ceux qui refusent et qui ne veulent pas aller trop loin parce qu'ils ont peur d'être dévorés ou mangés par le Comintern, etc. Il y a aussi ces enjeux de, comment dirais-je, d'organisation internationale et internationaliste sur lesquels il ne faut pas non plus négliger la part de l'IOS dans tout ça, parce qu'elle laisse faire quand même en France, elle laisse faire quand même ailleurs, et même en Espagne. Donc on va revenir à l'Espagne. Comme ça, j'ai fait la Mais transition. elle refuse l'unité, de généraliser l'unité des Mais Front elle populaires. refuse de généraliser l'unité. Euh, Ce qui renvoie aussi peut-être à autre chose, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, le 7e congrès de l'Internationale communiste en 1935, lorsqu'il est décidé de cette ligne de défense de la démocratie libérale et de la République dans certains endroits face au fascisme, il est bien dit que c'est pas une recette universelle par Dimitrov et que chacun doit l'adapter à sa situation économique, sociale, politique, culturelle, bref, à chaque enjeu local. Donc en Espagne, oui, en Espagne, jeune république, il faut jamais perdre de vue qu'il y a un fort régionalisme, un fort autonomisme. On a évoqué tout à l'heure les Ascuries en 1934 et la répression très forte de Franco et des troupes coloniales. Le régionalisme face à l'impérialisme castillan, pour reprendre la terminologie interne au monde espagnol, en tout cas face à la centralisation madrilène plutôt, il y a des expériences locales et ce qu'on a voulu ouvrir, et ça j'étais assez content, les collègues ont bien répondu de Barcelone, c'était de regarder ce qui se jouait en Catalogne, de voir en fin de compte comment il y a un front populaire dans le front populaire, comment il y a autre chose qui se joue en Catalogne par rapport au schéma traditionnel qu'on aurait une seule République espagnole où en fin de compte on aurait une République pour tous. Et cette approche, elle est neuve, et même, ils voulaient aller plus loin. Bon, on les a un petit peu empêchés, non pas censurés, c'est pas le terme, mais parce que c'était pas l'optique du sujet, mais ils voulaient comparer l'Alsace et la Catalogne. Mais ça, je leur ai dit, on est d'accord, je suis pour le jeu d'échelle, je suis pour tout, etc. Mais à un moment donné, il ne faut pas qu'on inverse comment dirais-je, le regard, parce qu'à force de faire de l'irrédentisme
local, je dirais, on oublie qu'il y avait un projet international aussi. Mais c'est les tensions dans lesquelles se trouve le Front populaire et ça nous permet de saisir au mieux, me semble-t-il, par ce type d'approche, eh bien, tout ce qui a pu traverser de manière contradictoire à un moment donné, certes fort d'espérance, parce que face au fascisme, face à la crise économique et sociale, aux libérations beaucoup plus importantes. Hein. N'oubliez pas que l'Espagne, pour les femmes, c'est beaucoup plus en avance que le Front populaire français, qui a beaucoup plus de, comment dirais-je, d'acquis et de conquêtes du côté des femmes que du côté du Front populaire français. Et voilà un petit peu la dynamique dans laquelle on a voulu, la dynamique dans laquelle on a voulu présenter l'ouvrage par rapport à ça. Et puis j'oublie quelque chose parce que j'avais le fil de la pensée, puis le claquement m'a fait perdre bêtement mon fil, mais je vais essayer de le retrouver. Oui, donc c'était parti sur l'Espagne et les aspects régionaux, mais j'avais autre chose. Bon, bah, c'est pas grave, ça reviendra tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Moi, si tu viens, Serge, encore une ou deux questions, puis après on laissera un petit peu un temps d'échange avec le public. On va un peu Élargir. élargir. Je vois, ouais, je vois. Voilà. Alors, on va parler un petit peu des questions sur les territoires coloniaux, Maroc, Tunisie, Algérie, avec là des mouvements indépendantistes qui se développent. Donc, des- à la fois les revendications, mais les alliances sont différentes. J'ai découvert aussi qu'il y avait un impact du Front populaire en Afrique subsaharienne, Ouais, voilà, voilà. notamment dans les pays francophones. Oui. Sénégal. Il y a des alliances, alors, on va élargir encore plus. On a parlé du Mexique, on a parlé du Chili. En Chine, on découvre quand même qu'il y a des alliances entre communistes et nationalistes, quoi, Ben hein, oui, oui. sur des bases quand même particulières. Donc, est-ce que tu peux nous jouer un peu cette symphonie-là? Ouais. Quelques mots, hein, parce que... Ouais, j'ai remarqué qu'il me pose toujours des petites questions. Et après, il me dit, bon, alors il faudrait peut-être raccrocher. Alors, l'idée d'élargissement, elle reprend, enfin, elle part de cette remarque qu'a faite Jean, euh, mais il est vrai que pendant très très longtemps, la question pour les Français à propos de l'histoire du Front populaire, c'est que même les historiens français, les plus progressistes, ceux qui s'attachaient à défendre le bilan du Front populaire, je me souviens de colloques, un colloque dans la bibliographie vous trouvez, je me souviens d'un colloque à Sciences Po avec encore Alfred Sauvy et toute la bande de ceux qui avaient entouré Paul Reynaud dans les années 30, qui disaient un échec économique, le Front populaire, c'est un colloque de 1966, le colloque de Sciences Po. À ce moment-là, il y avait une bataille à gauche. Le Parti socialiste est très très faible, mais il y avait dans le Parti socialiste un courant, une organisation qui s'appelait l'Ours, déjà dans les années 60, qui, avec les Guédis, avec la tradition molétiste, etc., évoquait les gains sociaux, etc., sans se battre sur la partie économique du. Mais, et puis, il y avait les communistes, la CGT, qui évoquait les grèves, les mouvements de masse, les luttes et l'antifascisme, etc. Mais pourquoi je dis il y avait quand même un déni. On mettait de côté pour l'essentiel la question coloniale. La question coloniale faisait pas partie du sujet du Front populaire. Or, si on regarde l'histoire internationale, y compris en incluant le Front populaire, mais aussi les luttes anticoloniales, de libération nationale, il faut essayer de réfléchir au moment qu'on représente le Front populaire. Hein. C'est à peu près comme ça qu'on a voulu se situer. Dès cette époque, il y a des manifestations, des effets du Front populaire dans un certain nombre de zones coloniales. Mais en même temps, il y a une politique européenne du Front populaire qui est contradictoire. Je parle pour le mouvement communiste, la CGTU,
contradictoire avec leurs idéaux concernant l'émancipation coloniale. On est donc au moment du Front populaire dans une situation qui, pour le rapport entre l'Europe et notamment la France, l'Italie, c'est un peu différent parce que l'Italie est dominée par le fascisme et le mouvement communiste italien, le mouvement de Front populaire italien clandestin n'a pas en quelque sorte à assumer le même type de contradictions, de difficultés. Mais je vais y revenir. Mais en gros, pour vous dire la difficulté, après on va repasser à un certain nombre de faits, c'est le Parti communiste du fait de la politique internationale européenne fait en quelque sorte tout pour dénoncer la politique nazie, mais aussi la politique italienne en Méditerranée, le soutien à l'Espagne, par exemple. Mais il dénonce la politique italienne en Libye, entre ce qu'on appelait la Tripolitaine, et puis l'agression italienne en Éthiopie, en Abyssinie, qu'il conquiert. Et l'Italie a des prétentions, des ambitions sur la Tunisie, euh, sinon sur le reste du Maghreb. Et donc, ça va justifier, d'une certaine façon, une diplomatie du Front populaire marquée par une grande prudence à l'égard des mots d'ordre d'indépendance nationale des peuples d'Afrique du Nord, encouragés notamment par les Italiens. Je vais prendre un exemple, on cite dans le livre quelque part, Héloïse Dreur évoque le paradoxe, la création d'un parti communiste algérien, grande force, grande nouveauté, avec une prise parmi la population musulmane. Vous savez que la France avait en Algérie 3 départements. Officiellement, c'était la France, sauf que les 3 quarts de la population n'avaient pas les mêmes droits que le reste de la population française. Hein. C'était une France particulière. Et donc, le Parti communiste algérien développe une politique pour du soutien au Front populaire. Le gouvernement Léon Blum annonce avec un projet d'extension de la nationalité française, tout ça va aboutir, tout ça va aboutir à peu près à rien du tout, à un peu plus de 10 000 naturalisations, obtention de la citoyenneté. Ridicule. Et donc, il y a une sorte de contradiction entre l'annonce faite au niveau du Front populaire et la réalité. Les colons, toute la droite antisémite profondément conservatrice algérienne se mobilise contre le Front populaire et fait en quelque sorte une campagne pour dire on ne touche rien au système colonial. Et dans ce moment-là, les communistes et le Parti communiste algérien va dire la question de l'indépendance n'est pas d'actualité, n'est pas mûre. Alors qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque un approfondissement de la rupture entre les nationalistes, le mouvement national algérien, qui au départ était associé et même lié et porté par le Parti communiste, l'histoire de l'étoile nord-africaine, de Messali Hadj, etc. Et on aboutit donc à une sorte de contradiction. Le voyage de Maurice Thorez en 1939 est un voyage où Maurice Thorez parle de la nation algérienne en voie de formation. Vous voyez, en vocabulaire diplomatique, ça veut dire que c'est pas mûr, quoi, euh, indépendant. À l'échelle de l'Afrique noire, subsaharienne, à l'échelle de l'Afrique du Sud, de l'Union sud-africaine, à l'échelle aussi de l'Asie, le Front populaire va avoir un certain nombre d'effets. Euh, je vais faire court. Je vais juste prendre l'exemple, puisque tu as terminé là-dessus. Après, Jean reviendra si besoin est, s'il a envie, puis si vous avez des questions sur la Chine. La Chine était souvent mise à l'écart du Front populaire. Or, quand on prend les archives, quand on prend les échanges entre, et d'ailleurs c'est lisible dans la presse, de l'international communiste, mais aussi les mémoires de Georges Dimitrov, le journal de Georges Dimitrov, on voit que la Chine, vous connaissez bien sûr l'histoire chinoise, je ne vais pas vous faire l'injure de penser que vous ne la connaissez pas, mais pour le cas où vous auriez oublié quelque chose,
De 1927 à 1935, la Chine connaît une guerre civile d'une ampleur considérable. Après la révolution de 1927, l'écrasement de la révolution de 1927 à Shanghai, avec l'appui des Anglais notamment, le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek poursuit les communistes chinois qui se sont réfugiés dans les campagnes du Sud, et en 1934-1935, ils tentent une longue marche, 12 000 kilomètres, hein, 12 000 kilomètres, pour aller du sud vers le nord, et ils étaient partis 100 000, ils vont arriver 10 000. Hein. Donc, vous voyez, c'est une épopée dans cette période, 1935, ils arrivent dans le nord, et la question des rapports avec les nationalistes commence à être posée. Il y a le 7e congrès de l'Internationale. Le congrès de l'Internationale envoie aux chinois, non pas l'injonction, mais le conseil compte tenu du danger japonais, compte tenu du danger japonais. Le Japon, je vous rappelle, occupait déjà une partie de la Chine. Sans résultat vraiment. Sans résultat vraiment. Pas Mao Tse-tung, d'autres disent, vous vous rendez compte, la guerre civile, ce que le gouvernement nationaliste nous a fait subir, il n'en est pas question. Mais vous savez aussi également que les Japonais, comme les nazis, ont un projet territorial stratégique, à la fois fasciste et colonisateur. Ils veulent coloniser toute l'Asie du Sud-Est et occuper la Chine. Et pour ça, ils vont y mettre les moyens. Ils déclarent la guerre, enfin ils déclarent, non, ils ne déclarent pas la guerre. Ils envahissent la Chine, la partie la plus riche de la Chine, la Shanghai, la vallée du Yangtze. Et là, ils commettent non seulement des atrocités, mais des bombardements, des centaines de milliers de morts. Des centaines de milliers de morts en 1937, à l'été 37. Et dans ce contexte-là, à l'intérieur du régime nationaliste chinois, les communistes ont réussi à infiltrer une partie de l'armée. Il y a une partie des généraux, des jeunes capitaines, jeunes généraux, c'est un peu l'histoire du Portugal, arrêtent Chiang Kai-shek et impose à Chiang Kai-shek une alliance avec les communistes. Je ne vous raconte pas le détail, dans l'article on raconte. Et là, finalement, ça va déboucher sur une alliance entre les communistes et les nationalistes contre les Japonais. Une alliance extrêmement fragile qui va s'appeler le Front patriotique, où à la fois chacun est chez soi, où les communistes essayent de mener des batailles dans les zones dominées par les nationalistes, où les nationalistes continuent de mettre des armées contre les communistes, mais toujours est-il qu'il y a une résistance commune qui, à partir de 39-40, comment dire, s'étoffe contre les Japonais. Et donc là, on a quelque chose de très intéressant parce qu'on voit les rapports entre les soviétiques et les Chinois. On est parti d'un article d'un chercheur italien avec Jean, qu'on a, comment dire, avec sa permission, hein, qu'on a traduit en français et un peu étoffé. Hein, on a un peu développé, et notamment développé sur ces relations entre l'URSS et la Chine. Je vous la fais brève, cette relation. Au départ, Staline, Dimitrov donne des conseils aux Chinois, et au bout d'un certain temps, les Chinois disent notre situation, on la connaît, vos conseils sont très utiles, mais nous devons les adapter. C'est le moment où Mao Tse-tung déclare qu'il faut siniser le marxisme. En gros, maintenant, ça y est, c'est fini, quoi. Et donc, c'est intéressant parce que le front patriotique va se maintenir jusqu'à, et notamment parce qu'il y a la guerre entre l'Allemagne et l'URSS. L'URSS envoyait des armes aux Chinois, elle ne peut plus envoyer grand-chose aux Chinois, vu la situation sur le front européen. Et toujours est-il que cet épisode du Front patriotique, ainsi nommé en relation avec le Front populaire, a un moment très important de l'histoire chinoise, parce que c'est à ce moment-là que le Parti communiste chinois va prendre une sorte
d'hégémonie culturelle ou politique dans la lutte anti-japonaise. Et donc, prendre un caractère national. Et donc, la lutte, il faut, dans le Front populaire et dans ce que disait Dimitrov, il y avait l'idée, il ne faut pas laisser aux fascistes la défense de la nation. Et les communistes chinois, dans cet épisode, vont réussir à prendre la direction de la lutte anti-japonaise, en tout cas de eux, que l'image à la fois de la réforme agraire, de la réforme sociale, et je passe de ce que fait l'armée populaire chinoise, mais elle est en même temps très marquée par cette ambition nationale pour la libération du Japon. Cela dit, pour ceux qui ne connaissent pas les relations entre le Japon et la Chine, ça explique pourquoi maintenant, avec l'arrivée d'une nouvelle présidente d'extrême droite au Japon, la Chine a un certain nombre de remarques à faire au Japon concernant notamment le programme de réarmement du Japon mis à l'ordre du jour ces dernières semaines. Merci, Jean. Oui, Alors, ben, Jean, tu pourras compléter si tu veux. Voilà. oui, parce que je n'ai pas parlé de points que Jean connaît très bien, de Voilà. l'Afrique du Sud notamment, sur lesquels il pourra Mais revenir. aussi qu'on en vienne à une question que tu as évoquée sur la question de les fronts populaires émancipateurs. Oui. Sur la question Oui. du féminisme, de la C'est ça. culture, de l'art, du sport, Du sport. de la solidarité. Voilà, Corentin est là parmi nous. Donc il y a quand même, au-delà de dimension territoriale, il y a une dimension plurielle des fronts populaires sur ce vecteur-là. Moi, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Serge. Je vais m'intéresser à ce que tu poses comme question sur les aspects émancipateurs. Et c'est vrai, et ça, on le retrouve dans toutes les expériences de Front populaire. Il y a la volonté, effectivement, de démocratiser le savoir, de permettre à toutes et tous d'avoir accès à la culture, d'avoir accès au théâtre, aux livres, à la musique, au cinéma, bref, à tout ce qui fait l'art. Et ça, c'est fondamental. Mais aussi au loisir, au bon sens du terme, c'est-à-dire le sport ouvrier. N'oublions pas non plus que l'une des premières organisations, on va parler un peu de la France, mais on va parler aussi des autres, de l'union et de l'unité, c'est la FSGT. Et de ce point de vue-là, c'est elle qui va mener, entre autres en France, mais pas seulement en France, toute l'idée de boycotter les Jeux olympiques de Berlin. C'est un mouvement qui est parti des États-Unis contre, en fin de compte, les Jeux olympiques d'Hitler. Et puis, l'olympisme, c'est pas quand même un grand lieu de la démocratie. Quand on reprend ça à l'idéologie de De Coubertin, on est plutôt dans une logique maurassienne, on n'est pas dans une logique émancipatrice. Et au cœur du combat qui est mené depuis les États-Unis, bien sûr, il y a tout ce qui se passe en Allemagne avec les lois de Nuremberg et le fait de la mort civile des Juifs, hein, puisque c'est vraiment lutter contre ça qui bat. Ça arrive, le débat globalement à l'échelle internationale, et en France, le gouvernement ne s'oppose pas à ce que les athlètes partent à Berlin, mais ils vont soutenir la contre-olympiade, les Spartakiades qui ont lieu à Barcelone. Et elles étaient menées par le mouvement ouvrier, elles étaient menées entre autres par le sport interne, c'est-à-dire la branche de l'international communiste qui était liée au monde des sports. Donc là, il y avait aussi une volonté d'émancipation par le sport. Et l'émancipation, c'est pas qu'à ce niveau-là, elle est partout. Les maisons de la culture, avec celle, là, il y a très belle Pierre Dharréville et Guillaume Roubaud-Kouachi ont fait un texte commun depuis Aragon, en gros, jusqu'à Camus à Alger. Et ce qui est intéressant, c'est que 1934, c'est la première des maisons de la culture, Paris, Aragon, bon, je ne reviens pas sur des choses qui sont bien connues, mais LSM dans toute la France sont des centaines, après des milliers effectivement de maisons de la culture qui se mettent en place, dont une en 1937 à Alger. La deuxième qui est importante, c'est Marseille. Et celle qui est fondamentale d'Alger, c'est Albert Camus. Et là, Serge évoquait la situation coloniale tout à l'heure et les enjeux de l'Algérie. Elle est ouverte à ceux qu'on appelait, je mets les guillemets, les indigènes, c'est-à-dire ceux qui dépendaient du code de l'indigénat. Et donc ceux qui n'avaient pas la citoyenneté, alors qu'on leur donne à tous le moyen d'accès à la culture, à la musique, au cinéma, au théâtre, à la poésie, etc. Et ça renvoie aussi à quelque chose de fondamental dans ce modèle dit républicain. En fin de compte, les gens du peuple n'allaient pas au-delà de l'école primaire et on les laissait primaires. Il n'y avait pas encore de démocratisation de l'enseignement secondaire.
pas encore du supérieur. Enfin, je ne sais même pas si on l'a atteint, la démocratisation de l'enseignement supérieur, au regard de l'état dans lequel il est aujourd'hui. Mais, pardon, fermons la parenthèse et revenons à ce qui est demandé. Donc, il y a toute une volonté d'émancipation par le savoir, de connaissance. Ça doit arriver à tout le monde. Et celui qui avait montré ça en premier, c'était Pascal Horry dans sa thèse sur la politique culturelle du Front populaire. D'ailleurs, à l'époque, il s'était fait un peu, il le rappelle, parce que je pense que vous avez vu le film qui est passé sur France Télévisions du Nancy et de Fabien Béziat, l'histoire du Front populaire entre joie et colère. Et il rappelle que c'était incongru à l'époque de faire une thèse là-dessus et de dire, même de prononcer le terme de politique culturelle. Sauf que, ben oui, ce sont les maisons de la culture, c'est le théâtre, c'est le cinéma. La mise en œuvre avec Jean Zay de ce qui est la riposte, vraiment riposte, au bon sens du terme, face au Festival de Venise, qui est le festival fasciste, c'est mise en œuvre du Festival de Cannes. Alors, il n'aboutit pas, puisqu'il y a eu tout le temps pour que ça arrive, et c'est début 39, déclenchement de la guerre, etc. On ne le retrouve qu'après-guerre, mais le rôle essentiel, et entre autres qu'à la CGT, dans dans cette volonté d'émancipation par la culture, par tout simplement le sport, les loisirs pour tous, mais en donnant un message. C'est pas des loisirs pour des loisirs, c'est aussi éduquer, c'est aussi faire grandir. Et c'est vraiment ce qui est présent dans le Front populaire à tous les niveaux. Qu'on pense au comité de vigilance des intellectuels antifascistes, qu'on regarde ce qui se passe dans les maisons de la culture, qu'on regarde de ce qui se passe en fin de compte dans les premiers congés payés, etc. Il y a tout et puis les associations qui se mettent en place, associations pour faire découvrir les musées, des beaux-arts. Bah oui, les beaux-arts, c'est pas réservé qu'à la bourgeoisie qui a du temps pour découvrir, pour savoir qu'à les codes, etc. C'est donné aussi aux autres les codes. Et on voit bien les expériences, quand j'évoquais le cinéma, on le voit très bien avec le rôle essentiel de la CGT dans plusieurs films. Et là, pensons entre autres à la Marseillaise de Renoir, qui en dit sans doute plus sur le moment Front populaire que sur la Révolution française. Mais ça participe me semble-t-il, de tout cela. Donc voilà, le premier aspect, émancipation. Donc, et on le retrouve aussi au Chili, on le retrouve aussi au Mexique, c'est-à-dire politique d'éducation, ouverture de l'école plus tard. Le primaire, il va jusqu'à 14 ans avec Jean Zay, et même chose au Chili, on va plus loin. Donc on est dans ces mêmes, comment dirais dans ces mêmes circulations et dans ces mêmes pratiques, même si c'est décalé un peu dans le temps. Alors, la question des femmes. Effectivement, émancipation, bah, laissée pour compte, parce qu'on sait bien que dans le gouvernement de Léon Blum, il y a trois sous-secrétaires d'État. Et il ne faut jamais perdre de vue que ce n'est pas trois secrétaires d'État, mais sous-secrétaires d'État, donc mis sous la tutelle de ministres ou de secrétaires d'État qui pouvaient exister. Donc, on ne va pas revenir sur les trois, mais comme disait la féministe Louise Weiss, trois hirondelles ne font pas le printemps. Ça veut dire qu'en fin de compte, ce qui est le grand reproche qui est fait au Front populaire, c'est qu'il ne donne pas le droit de vote aux femmes. Et ça, c'est l'un des, comment dirais-je, l'un des, l'une des limites, comment, un des obstacles en tant que tel. Sauf que il y a un endroit où elles votent, les femmes, c'est les déléguées ouvrières. Il ne faut jamais perdre de vue que la CGT va investir totalement les élections des déléguées ouvrières et vont permettre aux femmes d'exister dans les usines. Alors, bien sûr, on a tous en mémoire la photographie de Willy Ronis dans les usines de Citroën, de Roseller, etc. Bon, on ne revient pas là-dessus, c'est connu, mais ça participe aussi de quelque part les débuts de cette émancipation, de cette reconnaissance, etc. Mais là, voilà, il y a, comment dirais-je, un espoir brisé, pour reprendre un titre d'un ouvrage il y a quelques années, où il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Même chose avec les colonies, la grande désillusion par rapport au fait que on reste dans le système colonial, même s'il y a des libertés plus fortes, même s'il y a des gouverneurs qui ont été changés, même si des gens ont été amnistiés, sortis de prison, etc. Il y a ces enjeux-là. En revanche, c'est pas, enfin, dirais-je, il ne faut jamais oublier que ça dure pour la France que de 36 à 38. Il y a à peine 2 ans. Tout ce qu'on demande au Front populaire qui n'a pas réalisé, qui n'a pas fait, qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela, en à peine 2 ans, euh, certains bilans qu'on pourrait regarder de manière plus, comment dirais-je, précise par rapport à d'autres durées de gouvernement qui ont pu exister dans la République.
Et bien sûr, tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui a été semé, peut-être les petites graines qui ont été semées, ben, Michel ici pourrait revenir aussi dessus. On va le retrouver au moment du programme du CNR, on va le retrouver au moment de la Libération, on va le retrouver en fin de compte au début de la quatrième République et comment la République bourgeoise ou libérale s'élargit par la République sociale ou la démocratie sociale. Et on verra tout un train de mesures. En dehors, bien sûr, on peut penser au statut du fermage du métayage, parce qu'on la paysannerie, mais on peut passer aux retraites, à plein d'autres choses qui vont avoir lieu et qui ont lieu à ce moment-là, et que les États euh, généraux et de la Renaissance française empruntent aussi, bien sûr, il y a le contexte particulier, mais empruntent au référentiel qui a à peine 10 ans, parce que c'est à l'échelle des temps courts. On va pas penser à saucissonner l'histoire et le voir comme ça. Mais même chose au Chili. L'expérience du Chili, n'oublions pas que, et on a mis une photo parce qu'on était content de l'avoir retrouvée, il y a Allende au moment du Front populaire chilien et qu'Allende, il va reprendre aussi dans les années 60-70 des éléments qu'il avait vécus au moment du Front populaire, etc. Donc ce sont des histoires qui, certes, ont laissé, comment dirais-je, des mémoires, des contre-mémoires, des oppositions, mais aussi qui ont semé en quelque sorte les ferments de futures conquêtes et de futures émancipations. Tout n'est pas arrivé du côté de l'émancipation, mais il y a eu quand même des choses assez intéressantes. Et moi, la chose quand même qui nous, dans l'émancipation qui est la plus belle, qu'on le veuille ou non, et même si ça fait cliché et tout ce qu'on veut, sont les congés payés. C'était pas prévu, on est bien d'accord, on ne revient pas là-dessus, mais c'est le mouvement social, les grèves qui permettent d'avoir tout ça. Et je ne reviens pas sur ces logiques et ces enjeux qui sont bien connus ici, mais toutes les cartes postales que reçoit Léon Blum à l'été 1936, merci Léon, merci camarade, enfin, peu importe comment on l'appelle, etc. Et c'est des milliers, hein, ils sont aujourd'hui aux archives de Sciences Po Paris. Ben, ça montre bien que c'est quand même une sacrée révolution dans le quotidien des gens de pouvoir avoir des jours, en fin de compte, où on est payé et on ne fait rien. C'était impensable avant, du côté de la classe ouvrière. C'était impensable du côté des salariés. Que la bourgeoisie entière ne fasse rien, elle a ses rentes. Donc, elle peut aller au théâtre, elle peut aller à l'opéra, elle peut aller à etc., etc., à l'école de musique, à tout ce qu'on veut. Mais là, dorénavant, ça change la donne. Et c'est ça que le côté émancipation participe, me semble-t-il, à cet aspect de démocratisation de la culture et des loisirs. Voilà. Alors, on pourrait encore des questions, mais on va quand même vous laisser un petit peu la parole, hein, parce que Oui, Oui, bien sûr. vous avez certainement des choses à dire, des Marine. questions à poser. Donc, c'est bien que Puis si elles ne sont pas posées, l'auditoire participe aussi, peut-être l'auditoire aussi euh, via, via Internet, quoi. Voilà. Donc, il y a la possibilité de poser des questions. Alors, est-ce qu'il y a des lois qui se lèvent de la salle? Voilà. ouais, Dans la salle, il y a Voilà. en ligne aussi, hein. Oui, oui, oui. dans la salle d'abord et en ligne. On prend les séries de questions dans la salle et puis séries de Voilà. questions en ligne, peut-être, Merci. Lisa. Ouais. Alors, je vais vous faire partir vers le nord pour donner, enfin, je ne suis pas historienne, donc juste vous faire part, et notamment par rapport à l'aspect démographique et migratoire. Alors, on a évoqué un petit peu l'Europe du Nord, je pense que ça peut se résumer à la Suède, puisque la Norvège est autonome de mettre, plus ou moins. Et donc, effectivement, alors, il y a eu des grosses manifestations de force à mettre et aux mineurs aussi, je me souviens, totalement répugnés. Et aux alentours de la fin du XXe siècle, les années 1900, avec une migration massive vers les États-Unis. Si on prend l'Irlande, pareil, la famine,
la crise des pommes de terre et l'immigration. Donc, est-ce que tout ça a enlevé une base qu'on aurait pu imaginer comme plus revendicative, plus partante vers une version locale du Front populaire? Merci. On prend une série de Et un mot. Et puis aussi, toujours, on le voit encore aujourd'hui, l'antagonisme historique sur le Baltique et par rapport à la Russie. Michel. Oui, alors merci pour ce large tour d'horizon. On a bien compris, le Front populaire, c'est une stratégie mondiale, mais qui s'applique en effet dans des contextes extrêmement différents. On a bien vu que pour la Chine, ça ne va pas de soi. Et vous avez évoqué l'Amérique latine. C'est vrai que dans le Brésil de Vargas, c'est compliqué aussi. Parce qu'on a des régimes autoritaires qui sont en même temps, parce que nationalistes, des régimes réformateurs par rapport auxquels la notion de Front populaire est sans doute complexe. Et ça durera longtemps, hein, en Amérique latine. Le cas de Perón, après, ou enfin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le rappelle aussi. Alors, je reviens sur le cas français. Désolé, franco-français. Je crois, et c'est pas pour rien que la France est quand même un peu le laboratoire dans cette exploration du Front populaire, qu'il y a politiquement des éléments plutôt favorables, au sens où le Parti communiste, en effet, du point de vue force organisée, est au plus bas, mais il y a quand même une audience électorale qui a fléchi, mais qui est présente, qui a des relais. Et puis, il y a une histoire plus ancienne encore, et il y a notamment une histoire sociale. C'est-à-dire qu'on a une sociologie de la France qui n'est pas aussi vivée que la sociologie de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne ou même de la Belgique. Et du côté français, il y a des porosités dans les frontières sociales qui rendent possible des relations entre monde ouvrier et monde des classes moyennes. Et qui fait qu'on a, au début du XXe siècle, le Bloc des gauches, qu'on a ensuite le Front populaire. Bon. Donc il y a des choses qui font que le combat de classe, il existe, mais politiquement, il y a des passerelles qui restent possibles et qui nous renvoient à la Révolution française. Je ne développe pas. Et puis en même temps, le Front populaire, il me semble qu'il a aussi beaucoup marqué par les réformes qui sont entreprises, et en particulier par les réformes sociales. Or, et Jean l'a rappelé rapidement, les réformes sociales les plus importantes n'étaient pas dans le programme du Front populaire. C'est-à-dire que le Front populaire comme alliance électorale et politique est bien dans la stratégie alliance classe ouvrière et classe moyenne, en étant modeste sur le terrain social, sauf que le terrain social s'ébroue et ça bouscule tout. Et ça change aussi la dimension et le sens du Front populaire. Et pour le meilleur ou pour le pire, puisque le Parti radical, devant cette poussée sociale, il recule. Et ça donne 38 par la suite et les catastrophes qui s'enchaînent. Donc, voilà. Je rajoute un peu de complexité et je souligne le cas français où là, le Front populaire peut se développer pleinement.
bon, on n'a pas la guerre civile comme en Chine, on n'a pas la situation compliquée. Et sur le cas des colonies, là aussi, on voit bien que l'idée d'indépendance, politiquement, de façon organisée, elle est portée en Algérie par les unitaires et par les communistes. Serge a dit, ils ne vont pas jusqu'à l'indépendance, ils ne vont plus jusqu'à l'indépendance. Avant, ils étaient pour, et ils ont même contribué, mais ça tu l'as rappelé, à former des élites nationales, mais vraiment à les former au sens école et ainsi de suite, et lutte. Voilà, c'est tout. Ah oui, si, j'avais une question quand même. En termes de mobilisation populaire, vous l'avez dit, votre ouvrage, il s'est intéressé aussi à la droite et à l'extrême droite. On est quand même, alors c'est vrai que c'est souvent négligé, mais vous le rappelez à juste titre, on est aussi à un moment où il y a des mouvements de masse de droite et d'extrême droite, hein, politiques, mais aussi syndicaux. Les syndicats professionnels français, bon, on peut s'interroger sur leur nature syndicale, mais ils ont quand même du monde. Le PPF et le PSF se comptent par centaines de milliers d'adhérents, et ils peuvent remplir les stades, eux aussi. Ou des questions en ligne. Tu as des questions en ligne? Non, je n'ai pas une question en ligne. Bon, ouais. Tu en as encore une là, on prend la série, puis après on répond plus simple. Bonjour et merci. En prenant l'expérience des fronts populaires de 34-38 dans le contexte actuel, quelles sont les chances de la constitution d'un front populaire international qui irait en contre du nouveau fascisme mondial? Voilà une petite question. Il peut aborder la conclusion quand même. Ouais, alors, non, il faut qu'on réponde, donc il n'y a pas de souci. Ah, pardon, il y avait une autre. Non, allez-y. Voilà. Ma question, un peu ce qui a été dit sur l'Algérie. L'étoile nord-africaine a été dissoute par le Front populaire. Oui, c'est ça. Et Messaliadj a reconstitué ensuite le NTLD. Ouais. Mais quelles sont les raisons que vous avez évoquées pour dissoudre un mouvement? Peut-être que le PC algérien aussi, voyant les foudres, s'est recentré. Enfin, mais c'est quand même une situation. Enfin, moi, j'ai lu tous les bouquins de Benjamin Stora et j'ai jamais eu de réponse. En tout cas, je me souviens pas avoir vu la raison pour laquelle, comment le Front populaire s'est permis de dissoudre l'étoile nord-africaine. Est-ce que vous l'avez enfin, il peut expliquer aussi ensuite la création du FLN, hein, ensuite. Bien sûr. Bien sûr. Bon, alors, pas forcément dans l'ordre des questions qui ont été posées, mais on va essayer quand même. Les questions que vous avez posées sur les gens qui ont migré et qui ne pouvaient plus être un ferment révolutionnaire pour les pays d'Europe du Nord, oui, sauf que ça, c'était le 19e et premier 20e siècle, et qu'il y a quand même eu dans ces pays, et qu'il y avait encore dans ces pays, il n'y avait pas qu'un monde rural, il y avait aussi des industries. Pensons à l'Irlande et tous les enjeux irlandais. Un front populaire aurait pu exister, il a même tenté d'exister, et Dimitri le montre très bien, mais sauf qu'il y a une double subordination des Irlandais, c'est aussi à l'impérialisme britannique, et que pendant longtemps, les dirigeants irlandais ne recevaient pas forcément les ordres du Comintern directement, mais ça passait par Harry Pollitt, qui pourtant est un des communistes les plus ouverts au moment du Front populaire, mais qui, face à l'Irlande, se comportait, on va dire, comme un traditionnel anglais face à un Irlandais, c'est-à-dire dans une logique de domination. C'est aussi des dimensions culturelles et de rapports de force qu'il faut avoir à l'esprit. Et voilà pour la réponse par rapport aux enjeux de cette Europe du Nord. Et puis, par ailleurs, ce que montre bien dans l'article sur la social-démocratie suédoise, mais aussi il va regarder ailleurs Jean Dumas Ducange,
effectivement la peur essentielle du communisme et qu'on met sur le même plan communisme et fascisme. Et que de ce point de vue-là, cette grille de lecture, elle reste encore fortement présente dans les années 30. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément réel au regard de la situation, mais c'est la vision qui est là. L'autre série de questions, et plus qu'une question, en fin de compte, ce que tu poses à juste titre, Michel, c'est la question effectivement du rapport à l'histoire sociale, du rapport aux sociétés, comment elles se font, aux cultures politiques aussi. La France, c'est pas simplement une logique de parti, d'alliance de partis, tu le rappelles, bloc des gauches, cartel des gauches aussi, hein, n'oublions pas 24, etc. Et même l'expression du mur de l'argent qui apparaît à ce moment-là qu'on va revoir sous le Front populaire, parce que moi j'aime bien le rappeler à chaque fois dans les livres, la fuite des capitaux, c'est pas quelque chose de faux, c'est vrai. On le sait grâce à Marc Pernoud, un collègue suisse, qui a travaillé totalement sur autre chose. Lui, il travaillait sur la spoliation des biens juifs par les nazis et qui plaçait l'argent en Suisse. Hein, vous vous souvenez de Jean Ziegler, qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'était lui qui avait sorti un livre qui s'appelait l'or nazi dans les banques suisses, ou c'était quelque chose comme ça. Et donc, il y a eu une commission en Suisse, bon, pour essayer de éclairer Et ce de qui faire s'était fait. ouvrir les archives Et ils ont fait ouvrir toutes les archives des banques. pendant quelque temps, hein, Bon, parce qu'après juste ça, pendant ça un temps, après ça s'est refermé. Mais pourquoi? Bah, parce que pendant la grande crise économique des années 30, la Suisse invente le secret bancaire. Et inventant le secret bancaire, ça a permis, eh ben, effectivement, de nombreux capitaux internationaux d'être placés en Suisse. Et ce qu'a montré Marc Pernoud, c'est que certes, les nazis, dans les spoliations et lié à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des choses, mais sauf que vous avez des fonds qui arrivent en 1936, depuis la France et l'Espagne, et jusqu'en 1937, par les petites villes d'eau autour du lac Léman, etc. c'est ça. Et ça représente 8 milliards de francs hors Suisse, c'est-à-dire plus de 50 à 80% des placements qui sont en Suisse à l'époque. Ça veut dire que la bourgeoisie française, de ce point de vue-là, a refusé le Front populaire. C'est la revanche des patrons, non pas dans les usines, mais sur le fonctionnement économique. Et c'est pour ça aussi que Léon Blum demandait, il ne faut jamais le perdre de vue, les pleins pouvoirs financiers et qui lui ont été refusés. Et ils ont été refusés par qui? Par le Sénat. Et qui présidait la commission des finances du Sénat? C'était Caillot. Et Caillot, d'ailleurs, je vous invite à relire dans le journal du Sénat comment il répond à Blum par rapport à cette demande. Il dit que moi, Jaurès, il avait de la terre gauloise à ses sabots. C'est en juin 1937. Un an avant, on a tous dans nos manuels et on a tous repris ça du côté de nos livres d'histoire, on a Xavier Vallat, enfin ce vieux pays gallo-romain va être gouverné par un juif, etc. Enfin, ton Caillot, qui est pourtant l'allié des radicaux, reprend la même thématique. Il est clair que là, il y a quelque chose qui se joue et qu'il faut pas perdre de vue. Mais en revanche, où tu as raison, pardon, parce que j'ai pris quelques petits détours pour répondre à ta question sur l'histoire sociale, mais oui, et ce qui joue, c'est la question des classes moyennes, du rapport aux classes moyennes, du rapport au monde rural aussi, hein, parce que n'oublions pas qu'une bonne partie du monde ouvrier, ce qu'on a appelé pendant longtemps l'exode rural, maintenant on parle plus de migration que d'exode rural, l'exode renvoyant à d'autres termes et d'autres choses, il y a un lien encore très fort et qui permet aussi, non pas une lutte de classe permanente, mais, alors le terme peut-être d'agentivité n'est pas utile, mais permet de comprendre quand même certaines choses que tu as évoquées. Alors oui, ben, Serge était revenu dessus, hein, euh, c'était pas le PC sur les questions coloniales n'était plus anticolonialiste, enfin baissait d'un pavillon à ce moment-là, mais alors c'était lui qui avait été le plus anticolonialiste. Et ça, on le voit même quelque part, enfin, et Héloïse le montre bien, ce tournant qui est lié au Front populaire, on baisse cette revendication et Messali Hadj et toute ces mouvements à l'étoile nord-africaine qui étaient portés par le PC, qui avaient été aidés par le PC, bah, se considèrent trahis.
quelque part. En revanche, pourquoi ils sont en prison? Pourquoi ils sont arrêtés? Ben, c'est le poids aussi des colons. On est Et voilà, dans une colonie de peuplement. en fait. On est dans une colonie où les indigènes, je remets des guillemets puisque c'est le code de l'indigénat, sont considérés dans la subversion dès qu'ils s'opposent à l'ordre colonial. Et Pessayadj est en prison, effectivement, dès 1937, me semble-t-il. Et donc, il y a toute cette logique de radicalité qui vient après. Mais c'est une longue, longue histoire, même pour le Parti communiste algérien, hein, comme dit Héloïse dans sa tête, et puis là, dans l'article, si dans un premier temps, il devient autonome en 1900, au moment pardon, du Front populaire, il n'est pas forcément il n'a pas une autonomie complète non plus, hein, parce que la maison mère dans la métropole, elle a encore du poids. Et le voyage de Thorez en 1939 le montre bien. Et on le verra même encore pendant la guerre d'Algérie. Avec Serge, on a bien connu un des anciens élus de Sidi Bel Abbès, qui était député Ouais. là-bas, au moment où je le dis, ça y est, René Justrabo. Ah bon. René Justrabo, qui était membre du Parti communiste algérien, et quand il est revenu en France plus tardivement, hein, après 65, etc., il n'a pas repris sa carte au PCF. Il ne l'a reprise qu'au moment du programme commun, parce que considérant qu'ils avaient été trahis à un moment donné par rapport à la logique de soutien au FLN, alors que le PCA avait autre chose comme vision de l'Algérie. Hein, ça a joué à, comment dirais-je, à des contradictions qui datent de ce moment-là, mais qui se rejouent pendant la guerre d'Algérie, Oui, il y a des rejeux permanent. Et puis à votre question sur que faire pardon, aujourd'hui par rapport au fascisme international, ben, je ne sais Non, pas. Hein. je prends des notes, ça va être important. Serge répondra mieux que moi. Moi, j'ai pas de réponse. La réponse, elle doit être construite collectivement. Il n'y a plus d'international, de toute façon, quelle qu'elle soit. Ou alors, elles sont de papier. Et est-ce que ce qui se passe en Espagne aujourd'hui face à l'impérialisme américain ou autre pourrait être intéressant de, de développer? Je ne sais pas. Je ne dis pas c'est la solution, mais je dis comment on se rallie face à ça. Enfin, le problème, c'est que le rapport de force en ce moment, il est quand même d'un côté. Et on a vu aussi les élections en Colombie, on voit les élections un peu partout. La poussée, elle est là. Il ne faut pas la nier, il ne faut pas mettre la tête dans le sable et puis dire, bah voilà, ça passera. Non. Mais quelles sont les logiques de mobilisation? Il y a quand même eu en 2024, alors je pense qu'on ne pourra pas nous le refaire, c'est toujours le difficile, après une dissolution, on va dire, malencontreuse, pour ne pas le dire différemment, juste après les européennes, c'est complètement fou, quand Ruffin dit Nouveau Front Populaire, à quelque part, ça a créé une étincelle. Bon, depuis, la bougie, elle s'est un peu éteinte. Mais voilà, je crois qu'il y a encore il peut y avoir des réflexes, mais jusqu'à quand, comment, il faut inventer, mais moi, j'ai pas de solution miracle. Elle ne peut être que collective. En revanche, à la base, c'est peut-être une des réponses du Front populaire. C'est pas simplement au sommet, mais c'est aussi à la base. Le printemps des comités, les logiques, etc. Alors, bien sûr, les organisations ont suivi, il n'y a pas eu de problème, mais voilà, je pense que c'est ce lien entre les deux. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas si tu as vous rajouter. Bah, et t'as des choses à rajouter, j'imagine, Serge. À toutes les questions, tu as très bien répondu, Jean. Si on poursuit le fil de cette réflexion stratégique, prudente Tactique de et Jean, tactique. et tactique, ouais, je pense que le Front populaire, tel qu'on vient de vous le décrire, n'a rien d'une improvisation. Donc, il y a tout un travail préliminaire très important qui dure depuis de nombreuses années dans la gauche, qui la travaille. Cette question de l'unité est une question qui est une question récurrente dans le mouvement ouvrier français à l'époque. Cette question, la question du programme aussi est une question récurrente. On n'a pas parlé des compromis qui sont passés au moment du Front populaire. On les a évoqués dans le fait quand il y a retournement du Front populaire. Mais comme Jean l'a dit à propos des radicaux,
à propos des femmes comme à propos de la dimension économique, il y a eu des compromis, et des compromis qui se sont révélés extrêmement lourds de conséquences à un moment donné, ou rapidement lourds de conséquences. En même temps, le refus de tout compromis règle le problème des alliances. Parce que quand tu passes des alliances, si tu fais pas de compromis, tu t'allies avec toi-même. Et s'allier avec soi-même, ça comporte des risques gros, on va dire, d'isolement et de division. Dans l'histoire sociale et politique française, pour ne pas parler d'une période trop contemporaine sur laquelle nous ne sommes pas vraiment au courant, hein. Nous sommes des historiens, on n'est pas capable d'apprécier au jour le jour ce qui se passe. Mais ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'il y a deux questions. J'avais dit l'improvisation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. D'autre part, il y a toujours une question programmatique et stratégique. Le débat sur le programme commun du Front populaire a duré plusieurs mois, hein, plusieurs mois. Et il y a eu même des débats pour ça. Par exemple, dans la CGT, avant sa réunification, CGT, CGTU, et le Parti socialiste avec le Parti communiste, des débats sur l'ampleur des réformes ou pas qu'il fallait introduire dans le Front populaire, dans le programme. En substance, et pour ceux que ça pourrait étonner, les socialistes, c'était pour un programme de nationalisation, modéré si on rentre dans le détail, mais quand même de réformes dites de structure. La CGT dite réformiste était pour un plan d'organisation et de contrôle de relance de la production et de l'activité productive. N'oublions pas qu'on est dans une période de crise, de sous-investissement, on dirait aujourd'hui de financiarisation d'une partie des activités. Et donc là, il y a des compromis qui ont été passés. Ils ne seront pas passés comme ça au moment du CNR et des États généraux de la Renaissance française pour lesquels il y a une réflexion qui tire un peu les enseignements de tout ça, hein. Mais pour aujourd'hui, on voit bien que l'idée d'un rassemblement, d'une alliance, suppose quand même qu'on ait une réflexion partagée, des réflexions partagées ou des débats partagés sur les programmes, sur les programmes. Or, il y a aujourd'hui plus qu'avant, enfin comme avant, il y a la dimension nationale et puis il y a la dimension internationale des programmes, sur l'ennemi principal, sur les alliances internationales, etc. Vous voyez, c'est très, enfin c'est assez complexe. Ce que j'avais envie d'évoquer, un point qu'on n'a pas évoqué, mais comme je vois Corentin ici, il consacre un chapitre dans le livre au passage du Secours rouge au Secours populaire, mais en fait, c'est sa thèse qui est consacrée à ça. Et dans le chapitre, il évoque le développement des nouvelles formes de solidarité internationale. Et si l'on prend par rapport à la question qui est posée sur le Front populaire ou les types d'alliances aujourd'hui, ce qui me semblerait important, c'est de savoir comment on noue des solidarités internationales aujourd'hui. Pour l'époque du Front populaire, c'est vraiment proprement, non pas incroyable, mais c'est très fort. Les solidarités autour de l'Espagne, les solidarités autour, justement, on a parlé du sport, mais des écrivains, des intellectuels, toute la circulation qu'il y a, les rencontres qu'il y a. Et si je fais référence à ça, c'est que dans les années 60, 1960, 70, 80, on a eu des phénomènes de ce genre, de grande solidarité internationale, tricontinentale ou autre, rencontre des peuples dits non alignés. Là, bon, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les formes de solidarité internationale sont pas dans une phase montante, elles sont dans une phase de relative stagnation. Et quand on voit pas le pauvre, mais enfin le courageux secrétaire de l'ONU, Guterres, s'époumoner de voyage en voyage pour appeler à la solidarité internationale, au travail sur les grands principes internationaux de l'ONU, et on voit la difficulté. Il y a, à mon avis, un des problèmes majeurs, y compris pour la France, c'est l'absence de véritables mouvements de solidarité internationale.
quand il s'est passé ce qui s'est passé et ce qui se passe aux États-Unis à l'égard des intellectuels, des universités, la censure, la suppression, pour aller vite, la censure et la chasse aux sorcières, même intellectuelles dans les universités, avec la complicité, pas seulement entre le gouvernement, mais aussi une partie du patronat, et du patronat le plus éclairé, soi-disant, celui des grandes filiales de la tech. Hein. Dans les universités américaines, le gouvernement français, à un moment donné, a lancé un mot d'ordre, accueillons les étrangers, les chercheurs étrangers. Dans la réalité du fonctionnement de nos universités, Jean est plus au courant que moi, et des structures d'accueil, c'est extrêmement limité. C'est vrai que c'est pas secondaire. Nos collègues américains qui viennent en France ont l'impression de respirer un air plus de liberté. Pour combien de temps? Donc, soyons très attentifs aussi à cette question de la solidarité internationale. La CGT développe de ce point de vue beaucoup d'activités dans ce domaine, et je pense que le mouvement syndical doit nous apprendre des choses. Et dans les manifestations et dans les rapprochements unitaires qui ne sont pas faciles, si j'ai bien compris. Mais quand même, mais quand même, mais quand même. Hein. Je dirais que du côté du mouvement syndical, il y a toute une série d'initiatives qui, de mon point de vue, sont très positifs et intéressants. Bon, voilà, donc, est-ce que l'histoire du Front populaire, telle qu'on l'a conçue là dans ce bouquin, elle peut inspirer? Moi, sur le haut et le bas, je dirais que le mouvement vient vraiment d'une mobilisation dans la société, etc. Cela dit, ceux qui ont des responsabilités politiques comme élus ou comme responsables d'organisation, comme on dit, ils ont des responsabilités. Et ils ont la responsabilité qu'ils doivent assumer, qu'ils doivent assumer. Est-ce qu'ils les assument toujours? C'est une autre affaire, mais je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. La mobilisation, mais on l'a vu, en 1934, une partie de l'union qui se fait entre organisations, elle vient d'une vraie mobilisation. En 1936, même en 1936, la réunification de la CGT, elle se fait avec beaucoup de compromis. La CGTU paye très cher. Hein, elle paye très cher sur sa propre représentation dans la future CGT. Le fait que les dirigeants syndicaux ne doivent pas s'impliquer dans des responsabilités politiques nationales. C'était vraiment, pour une part, revenir sur toute une partie de la critique des comités révolutionnaires syndicaux de 1920, quoi. Comment? Et le pêcheur n'est pas longtemps. Voilà. Le pêcheur, mais de façon intelligente. De façon intelligente. Parce que la manière de gérer le compromis a été tout à fait exemplaire. C'est-à-dire que les dirigeants de la CGT, et notamment Benoît Frachon, ont d'autant plus accepté ces compromis qu'en réalité, ils luttaient pour changer le rapport de force à l'intérieur de la CGT. Hein. Et ça, c'est une belle leçon d'histoire, à mon avis. Et ça, c'est une leçon d'histoire aussi pour aujourd'hui. Mais le problème, c'est quel est le prix qu'on doit payer dans l'alliance, dans l'unité et les compromis. À chaque fois, comment dire, ça se mesure, ça s'estime. C'est pas fait une fois pour toutes, quoi. Mais puisqu'on parle de l'époque contemporaine, c'est quand même devant nous, dans les prochains mois, la question va forcément se reposer dans la pratique. Merci. Eh bien, écoutez, je pense qu'il nous reste à remercier Jean et Serge. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je ne saurais que vous recommander ce livre. Voilà. Ça a l'air d'un pavé comme ça, mais vous pouvez picorer. Vous n'êtes pas obligé de lire la dernière page, c'est un roman. Ouais. Voilà. Et le prix est Et le exceptionnel. prix est vraiment dérisoire au regard du contenu. Il y a un pavé pour faire des Et un pavé, on peut faire un tas de choses, je l'ai dit à l'introduction. Sur la gueule. Merci beaucoup à vous deux, c'était un vrai plaisir et j'ai eu un vrai plaisir à lire cet ouvrage. Et je vous dis à la rentrée pour nos prochaines conférences. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Mais non, c'est